Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à la rencontre professionnelle organisée dans le cadre du festival Sévrier BD. C'est la seconde conférence de la journée. Il y en a une autre à 16 heures, si jamais. Et pour cette seconde conférence, on va parler pendant 1 heure et demie des mangas. Parce que depuis 2 ans, que ce soit en animé ou en livre ou en long métrage, les mangas ont pris une ampleur phénoménale. Et c'est avec nos invités JC Devenay, Michael Sanlaville et Yael Bennoun qu'on va essayer un peu d'expliquer ce phénomène. Mais je vais d'abord les laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Devenay, j'ai un visage là-dessous, je vous le montre vite fait comme ça sert à la preuve que j'ai un visage. Je suis scénariste de bande dessinée donc, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier. Et donc on m'a convié à Sévrier BD et à cette rencontre pour parler plus précisément d'un travail d'adaptation qu'on a effectué directement avec un éditeur japonais qui s'appelle Switch Publishing Monkey. Et nous avons eu le plaisir de travailler sur des nouvelles d'Haruki Murakami, qui est un auteur japonais contemporain, qui nous a laissé en fait travailler sur son univers. Et donc voilà, avec son accord, on a publié au Japon. Et donc c'était par ce biais-là que je rentre dans cette conférence. Et donc on abordera ce point-là. Bonjour à tous, moi c'est Michael Sanlaville, je suis auteur et dessinateur de bande dessinée à plein temps depuis 2012. Avant, j'ai travaillé dans le milieu de l'animation. Et donc, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été un grand lecteur de manga. Et évidemment, ça a influencé mon travail. Et donc, aujourd'hui, je préfère dire que je suis auteur de BD, parce que je ne suis pas japonais. Donc, je ne fais pas du manga à la française, je fais de la BD. Avec tout ce que ça implique comme influence en termes de toutes les influences qu'on connaît du manga. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Yael Bennoun et je suis responsable des collections de cinéma d'animation ici à Annecy, au musée Château. Donc on m'a invité ici pour ce côté animation, en fait, le lien entre manga et animation, en particulier animation japonaise. C'est dans ce domaine-là que je me suis spécialisée dans mes recherches universitaires. Et je suis en train de finir une thèse sur Satoshi Kon, réalisateur de films d'animation japonais, qui va être soutenu cet automne. Eh ben, merci pour cette présentation. Alors on va commencer par quelques chiffres. Après, promis, on vous laisse tranquille là-dessus. Mais c'est juste pour comprendre un petit peu l'ampleur du phénomène. Que ce soit en livre, en long métrage ou en série. Dernièrement, les mangas ont énormément de succès. En France, en février 2022, 63% des ventes en librairie sont des mangas. Les 10 premières ventes de livres sont des mangas. Et en fait, en préparant cette table ronde, je me suis aperçue que c'était pas que franco-français. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a aussi une progression en 2021 de 171% par rapport à l'année précédente sur les ventes de mangas. Et ça a été un peu appuyé par les 2 films dont vous avez probablement entendu parler, Demon Slayer et Le Sommet des Dieux, qui ont fait quand même pas mal d'entrées, notamment en France en 2020 et début 2022. Pour vous donner une idée, en France, quand on fait un long métrage en animation et qu'on atteint 60-70 000 entrées, on est content. Donc là, Le Sommet des Dieux, qui a atteint 223 000 entrées, ils sont très 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 contents parce que ça a eu un super succès. Et pareil, vous avez dû en entendre parler, la série Arcane qui est sortie le 6 novembre 2021. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur le slide, mais le 25 novembre, l'émission totalisait 72 millions d'heures de visionnage dans le monde. Donc en même pas un mois, ça a été un super succès. Et Last Man, que vous devez peut-être connaître aussi, qui est sur Netflix France, elle est arrivée à plus de 700 000 vues en février 2022. Voilà. Pour les chiffres. En fait, on va essayer de comprendre avec le regard de nos 3 invités le succès. Tu voulais réagir ? Non, je bougeais juste mon bras. D'accord, très bien. Je ne bouge pas mon bras. À travers leur regard. La première chose que j'ai envie de vous demander, dans un premier temps, c'est de parler de comment est-ce qu'on consomme les mangas, en fait, que ce soit en livre ou en animé, et comment vous les consommiez quand vous avez commencé à tomber dedans, pour juste qu'on apprenne un peu comment ça a évolué ces 20 dernières années, parce que ça fait longtemps que vous les consommez peut-être, je crois. Vous allez me dire.
Oui, effectivement, oui, moi j'ai 25 ans, non c'est pas vrai, mais oui, effectivement, moi j'ai commencé à lire des mangas quand ils sont arrivés en France, c'est-à-dire au milieu des années 90, avec les éditions Glénat notamment, qui ont été les premiers éditeurs à amener du manga via les traductions d'Akira, puis de Dragon Ball, puis de Gun, de Ranma 1/2, voilà, ça a vraiment été les premiers livres qu'on a vu arriver. Mais donc moi à cette époque-là, et comme vous j'imagine, je les découvrais pas. C'est-à-dire que c'est des choses que j'avais déjà vues en animation et qui avaient été déjà depuis le milieu des années 80 via le dessin animé et via donc ce qu'on avait comme canal à l'époque, c'est-à-dire le Club Dorothée et les émissions de TF1 donc, qui avaient fait beaucoup d'achats. Donc oui, c'est comme ça que c'est rentré d'abord. Mais ce phénomène, effectivement, il a maintenant presque 30 ans, hein, puisqu'on parle des années 90. Et ce phénomène que tu notes qui s'amplifie à fond depuis 2 ans de place du manga, en fait, ça fait vraiment 20 ans au niveau éditorial qu'on voit le manga prendre de plus en plus de place. Ouais. Oui, moi, c'est exactement la même chose que toi. Et puis aussi, je voulais préciser que moi, à cette époque, au milieu des années 90, quand on entrait dans les librairies, il n'y avait pas autant de mangas que maintenant. Maintenant, il y a un choix complètement fou de séries. On peut y passer des heures, comme dans une librairie classique. Alors qu'à l'époque, il y avait pas mal de séries, mais c'était assez restreint. Et je crois que ça générait cette envie de enfin, on en parlait tout à l'heure, moi, plusieurs fois, j'ai commandé des suites de séries en japonais, sans lire le japonais, simplement pour avoir les visuels de la suite de la série. Donc ça crée une espèce le fait qu'il n'y en ait pas autant, ça crée une espèce d'envie qui me faisait faire des choses complètement... Enfin, je ne veux pas dire que c'est débile, mais c'est particulier, quoi. La frustration, elle était vraiment là, quoi. Alors, moi, j'ai pas vraiment lu des mangas enfants. C'était surtout, comme pour toi, le Club Dorothée, les séries. Et ce qui est intéressant, quand je repensais à cette époque, alors moi, je suis vraiment... J'étais pile dans l'âge, en fait, où ça a commencé, où on mettait les enfants relativement jeunes devant la télé, devant le Club Dorothée, alors que les émissions n'étaient pas nécessairement adaptées à cet âge-là. Ça ne m'a pas gênée particulièrement enfant. Mais ce que j'ai réalisé adulte, c'est qu'en fait, enfant, je ne me posais pas du tout la question de d'où venaient ces dessins animés. Est-ce qu'ils étaient japonais? Est-ce qu'ils étaient français? Ça parlait français. Et puis, donc la question ne se posait pas. Et c'est plus tard, dans le cadre de mes études, j'ai commencé à m'intéresser à l'animation et puis à l'animation japonaise. Que là, à la fois la question culturelle et puis la question du lien entre l'animation et le manga s'est fait. Et que j'ai vraiment commencé à lire des mangas. Mais encore une fois, souvent dans ce lien-là entre les films d'animation et les mangas qui sont très souvent les sources. En fait, d'ailleurs, dans le top des films que tu as cités, quasiment tous sont des adaptations de mangas. Et puis c'est vrai qu'en plus, il n'y avait pas Internet. Et du coup, quand on ratait un épisode, on ratait l'épisode, quoi. Là, je pense plutôt au Club Dorothée, et notamment ceux de mon âge ont connu les mercredis matins. Si tu n'avais pas enregistré sur ton magnétoscope le truc, c'était mort, quoi. On ne pouvait pas le revoir. Et justement, tu parlais des limites du Club Dorothée, de comment est-ce qu'ils faisaient pour diffuser les épisodes. Oui, donc il faut savoir que si le Club Dorothée et TF1 font venir l'animation japonaise, c'est pas parce qu'ils ont trouvé ça nécessairement extraordinaire, c'est parce qu'il fallait beaucoup de programmes et des programmes pas chers. Et à l'époque, ce qui je pense n'est pas le cas aujourd'hui, le Japon proposait ces programmes, notamment les programmes de la Toei et de Nippon Animation pour des prix très intéressants. Ce qui fait qu'il y en avait énormément de programmes japonais. Sauf que se posait la question de l'adaptation, de décalage culturel. Donc, par exemple, un des points qui est souvent cité, il y a le magazine Animeland qui, à ses débuts, beaucoup dénoncé les pratiques de diffusion en France. Donc, on pouvait avoir des épisodes qui étaient tronqués. Par exemple, on n'aurait pas le générique de fin ou il y avait une scène qui ne plaisait pas et du coup, on l'aurait coupé. Il y a encore une fois cette question de programmes qui n'étaient pas destinés aux enfants au départ et qui deviennent des programmes pour enfants. Donc par exemple, quand les amis se retrouvent pour boire un verre, en fait finalement ils vont boire un jus d'orange parce que boire un verre ça passe pas.
Voilà. Et puis il y a cette fameuse polémique sur les doublages français. Parce que pendant longtemps, moi j'ai entendu dire du mal des doubleurs français qui dénaturaient complètement l'œuvre de, par exemple, Hokuto no Ken, Ken le survivant. Et alors qu'en fait, c'est simplement des gens qui voyaient arriver des programmes pas du tout destinés à des enfants et qui tournaient en dérision grâce à leur voix de doublage en essayant d'adoucir un petit peu la violence explicite et en faisant des blagues un petit peu toutes les 5 minutes. Donc effectivement, ça dénature complètement l'œuvre originale et on peut leur reprocher. Mais il se trouve que il faisait pas ça avec une mauvaise volonté, quoi. Ken le survivant, c'est ultra violent. Effectivement, que c'était pas destiné à un public aussi jeune. En revanche, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça c'est pas pour autant que ça nous a rendu, ça a fait de nous des monstres. Moi, j'ai regardé ça avec ma petite sœur de 4 ans sur mes genoux. Mes parents ne se souciaient pas trop de ce que je regardais à l'époque, et pourtant, très vite, ça a été stoppé. Et pourtant, jusqu'à présent, j'ai encore un casier judiciaire vierge. Donc, tout va bien. Oui, n'as-tu pas essayé de faire des points de pression à toute vitesse sur ta petite sœur de 4 ans à un moment ou à un autre? Non, c'est un truc que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est à partir de quand je me suis demandé si c'était japonais en fait. Et effectivement, quand on est petit, on regarde ça et ça arrive. Et je crois que tout ce que j'ai vu d'abord, Candy, Captain Flamme, enfin pour moi c'était du dessin animé. Et je crois que c'est que par ce moment, il y a eu ces polémiques justement sur les critiques, sur la violence, etc. Que là, j'ai senti que c'était un produit qui venait d'ailleurs et qui était estampillé japonais. Mais effectivement, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que Hokuto no Ken, Nicky Larsen, Cat Size, c'est des séries et des mangas qui sont prévus à la base pour des publics adolescents, adultes. Et le problème, c'était pas tellement le produit de base, c'était de le diffuser à heure de grande écoute en se disant que c'est que pour les enfants, quoi. Mais du coup, c'était intéressant parce que ça montrait aussi déjà toute la diversité qu'il y a dans le manga et qui avait fait une espèce de bug quand ça arrivait en France. Du coup, c'était forcément que pour la jeunesse, quoi. Et aujourd'hui, de votre point de vue, comment ça se passe cette consommation C'était mieux avant. Évidemment. Moi, je continue de la regarder sur magnétoscope. Comment Internet, en fait, en arrivant... moi, je trouvais intéressant. Ouais, moi, je trouvais intéressant ce que tu disais sur le fait qu'il fallait, sur le fait qu'il fallait attendre à chaque fois le programme et ça ne concerne pas uniquement l'animation ou les mangas. Mais aujourd'hui, on n'attend plus. On veut le programme tout de suite, tous les épisodes, Et c'est vrai qu'il y a ce côté frustration qui se conserve encore un petit peu dans les mangas avec les effets pervers sur la santé des mangaka qui tiennent pas toujours bien le rythme. Mais c'est vrai que là, avec les plateformes qui permettent d'avoir la série d'un coup, la saison d'un coup, du coup, ça change complètement la manière de consommer. Et j'imagine, ça serait une étude à faire, que ça change aussi la manière de fabriquer les séries elles-mêmes, parce que si avant il fallait penser à cette coupure, à la manière dont on termine l'épisode par rapport à l'épisode suivant, il y avait tous les effets de replay. Je veux dire, on voit les épisodes, même One Piece, on prend 5 minutes du premier épisode, c'est une sorte de récap de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais quand tu regardes tout d'affilée, est-ce que ça a encore du sens de faire ça? Donc voilà, projet d'étude pour ceux qui cherchent. Je ne vais pas faire une deuxième thèse sur celle-là. Moi, je consomme le manga aujourd'hui essentiellement en librairie, mais parce que j'ai 45 ans, là c'est mon voyage aussi, et parce qu'effectivement c'est aussi très pratique. Je ne suis pas complètement sûr de mon chiffre, mais je crois qu'on est le deuxième marché au monde en termes de manga, c'est-à-dire qu'après le Japon, on trouve à peu près, là où on trouve le plus de séries et de mangas disponibles, c'est en France, en Europe francophone, Belgique, Suisse, etc. Moi, je fonctionne comme ça. Les éditeurs font des achats de droits dans tous les sens aujourd'hui. Il y a énormément de choses disponibles. J'ai un fils de 14 ans qui, lui, m'entraîne dans la librairie pour acheter des mangas avec lui. Et ensuite, par contre, va effectivement les télécharger ou les lire en ligne. Parce que les épisodes sont traduits dès la sortie par Internet. Donc, le magnétoscope d'aujourd'hui, Internet, phrase de l'après-midi. Et donc, effectivement, là, il va consommer ça comme ça. Dès que la sortie est faite au Japon, c'est scanné, c'est traduit et c'est disponible, quoi. Donc, on est dans du binge-watching, du binge-reading. Alors que moi, pardon, sinon le mien, il est un peu plus jeune, il a 10 ans, et j'essaye de... il consomme beaucoup de mangas, évidemment,
Donc je lui laisse le choix et moi je suis parce que je retrouve cet appétit que j'avais au même âge et je redécouvre des séries avec. J'arrive presque à retrouver l'œil que j'avais quand j'étais gamin, quand je le vois fasciné par, je sais pas, une série Kaiju 8, la Kaiju Number 8 qui marche très très bien. Et je redécouvre ce truc et j'aurais aimé découvrir ce truc à son âge. Et en fait, la seule chose que je lui impose, c'est justement d'attendre. Il est un peu petit pour avoir accès à Internet, donc je lui dis attends le mois prochain pour la sortie du prochain tome et savoure, relis, savoure et travaille ta frustration, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant que les plateformes aussi s'y adaptent, par exemple avec Manga Plus, où du coup les éditeurs eux-mêmes vont fournir les nouveaux épisodes directement, les nouveaux chapitres plutôt, parce que c'est du manga, directement en ligne au public international en plus, ce qui est très nouveau. Je pense que Manga Plus, ça fait 2 ans, 3 ans peut-être que ça existe, et j'imagine que ça va continuer à se développer pour répondre à cet engouement qui finalement génère, parce qu'on parle de manga, mais on voit comment le manga est lié à l'animation est liée à des produits dérivés, etc. Et du coup, c'est toute une industrie qui marche autour de ça. Et peut-être que les éditeurs commencent à voir qu'il y a un intérêt à créer ce lien, à offrir cette possibilité d'accès au manga, aux lecteurs, plutôt que les sites pirates et autres. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un trio, tu le mentionnes Yael, sur les jeux vidéo aussi. Les animés, voilà, les dessins animés et les livres qui se répondent, et il y a de plus en plus d'adaptations aussi. Enfin, je pense que JC, ça peut aussi nous en parler plus en détail puisque tu as adapté Murakami. Oui, alors nous on a un peu une espèce d'ovni au milieu de tout ça, hein. On est des auteurs, on est 2 auteurs européens lyonnais qui nous disons qu'on a tellement aimé les nouvelles de Murakami qu'on a envie de faire une BD à partir de là. On l'a fait parce qu'on a le droit, après tout, on fait ce qu'on veut. Et c'est à partir du moment où on a décidé de se dire, mais si maintenant on essayait de le faire vraiment avec un éditeur, que ça a bougé, quoi. Mais effectivement, d'abord, il y a eu un refus des gestionnaires de droits, enfin des agents européens de Murakami, puisque c'est un auteur qui a une renommée mondiale et qui a donc des agents pour chaque continent. Et donc, quand on est allé démarcher les agents avec un éditeur français, ils avaient posé une fin de non-recevoir en mode non, c'est niette, Haruki Murakami ne veut pas d'adaptation de son œuvre, fin de l'histoire. Donc, on était reparti avec notre projet sous le bras, et puis on avait pleuré, on avait bu des coups, et puis on était passé à autre chose, comme ça arrive souvent. Et puis, il se trouve qu'en fait, je suis quand même quelqu'un d'un peu entêté, et que j'ai pu finalement, après pas mal de rebonds étranges, arriver à avoir le contact direct d'Haruki Murakami. Et que, comme on avait fait l'album entièrement, enfin, on avait adapté une des nouvelles, ce qui faisait une 20aine de pages. On avait une amie japonaise qui l'a lettrée. Enfin bref, donc on a fait une version japonaise qu'on lui a envoyée. Et on a eu un retour positif. Il nous a dit, mais c'est très chouette, et moi, j'ai aucun souci si vous voulez en faire d'autres. Donc c'est une bonne leçon aussi. En général, il vaut mieux parler à des artistes ou à des autres auteurs quand on veut travailler à partir de leur travail que passer par les agents. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, du coup, par la proposition de Murakami, puisque c'est lui, après, qui nous a permis d'éditer au Japon directement, en disant je gère mes droits pour le Japon, j'aime votre travail, est-ce que ça vous dit de le publier ici? Donc quand on reçoit ce genre de mail, on plane au-dessus du sol pendant à peu près une bonne dizaine d'heures, et puis après on se dit oui, on va le faire. Donc voilà, mais c'est un cas très particulier effectivement, et on pourra en reparler, mais ce qui est intéressant, moi, c'était quand même d'aller chercher des choses qui me plaisent dans l'imaginaire et dans la littérature japonaise, quoi, et de les mettre un peu à notre sauce et de mélanger tout ça. Juste sur Murakami, parce que je voulais te poser la question justement, comment tu as fait, mais il semble qu'il s'ouvre petit à petit à l'adaptation, parce qu'on a vu Drive My Car qui était aux Oscars là, et qui est aussi une adaptation de Murakami, et cette année à Annecy au festival, on va voir le film d'animation de Claire Foldès. Je suis désolée, je ne saurais pas répéter le titre du film, mais qui va être présenté et qui lui aussi adapte des nouvelles de Murakami. Donc il semble commencer à s'ouvrir à cette possibilité d'adaptation, et notamment par des médias comme l'animation et le manga à la bande dessinée. Non, mais complètement. Et je pense qu'on est arrivé aussi au moment où soit il reprenait la main là-dessus, soit il se disait qu'il avait envie de laisser son œuvre à d'autres personnes. Mais on en est à plusieurs films autour de ces nouvelles. Il y a effectivement ce que tu disais, il y a Les Granges Brûlées, Burning, qui est tiré de là. Et effectivement, on avait commencé le projet, nous, d'adaptation des nouvelles en même temps qu'on avait vu arriver au Cartoon Network le projet de série d'animation.
Donc on a eu une grosse goutte là, parce que c'était un peu les mêmes trucs, effectivement. Mais bon, ça suit son cours et c'est intéressant de voir que ça va avancer en parallèle. Ouais. Oui, en même temps, chacun son style. Pardon, je sens le micro. Je disais que les styles sont quand même très différents, les styles graphiques. Donc ça montre aussi le potentiel d'une œuvre d'inspirer des artistes différents pour des œuvres finalement nouvelles. Pour en revenir sur le succès là, actuel, il y a aussi le Pass Culture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, pas trop. Je sais juste que c'est un petit pass qu'on a donné aux jeunes de 18 ans. Et... Ouais. Jusqu'à 18 ans, je crois. Jusqu'à 18 ans, d'accord. Ouais, et puis je crois que dans le pass, il y avait option théâtre, concert, littérature et tout. Et en fait, moi, d'après les libraires que j'ai rencontrés ces derniers temps, je crois que la plupart des gens, des jeunes en tout cas, ont craqué tout le pass en manga, en série manga, parce que c'était l'occasion d'acheter une série entière d'un coup. C'est quand même une espèce de... quelque chose qui arrive rarement. Et donc... Enfin bon, moi c'est l'anecdote que j'en ai retenue, mais... J'ai pas vérifié les chiffres, mais ça serait vraiment intéressant de savoir comment l'augmentation des ventes des mangas est liée ou pas. Alors a priori, ouais, selon... je crois pas tant que ça en fait, mais ça a aidé quand même, ouais. Oui, ça a fait un petit plus, mais je crois que déjà avant le Covid ou quoi, ça explosait. Et, enfin, le confinement a beaucoup aussi contribué à ça, parce qu'il fallait s'occuper. Et puis il y a aussi peut-être eu ce côté, on est chez soi, on est isolé, et comment on repartage des choses avec d'autres en échangeant là-dessus, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être eu ça. Il y a eu de toute façon un très très fort retour en librairie, que ce soit manga, BD, généraliste, dès la fin du premier confinement. Il y a eu les éditeurs ont passé une année 2020 et 2021 plutôt confortable, et dans toute la littérature, la BD particulièrement, mais la littérature générale aussi. Donc oui, il y a vraiment effectivement un mouvement d'ampleur et de retour sur le livre papier, qui est plutôt intéressant à voir, mais qui est plutôt agréable à voir aussi, mais qui tient aussi au maillage qu'on a incroyable en France de librairies et de points culturels. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément, mais on a des bouquins partout en fait. On a des librairies à peu près n'importe où, dans n'importe quel village de France, et c'est une chouette tradition. Et puis il y a aussi le fait que la narration du manga, c'est assez fleuve quand même, et que du coup ça permet de... alors, vous allez me dire d'ailleurs, c'est plus ou moins, parce que ça permet une évolution des personnages qui peut être intéressante, et en même temps ça peut aussi un peu... des fois ça tire un peu, et du coup c'est peut-être pas très qualitatif, mais... Ouais, non, parce que je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait sur en France, le manga, il a bien sa place dans les librairies, c'est vachement intéressant parce que nos voisins italiens ou Espagne, pour y avoir été 2-3 fois, il y a très peu de librairies dans ces pays, et en fait, ils existent que dans les énormes Comic-Con, les espèces de gros énormes festivals qui sont... j'allais dire gangrénés, c'est peut-être un petit peu violent comme mot, mais où c'est les grosses licences de jeux vidéo, les... Sony, machin, qui globalisent quasiment tout, qui prennent toute la place dans ces festivals, et il y a très peu de place pour des petits auteurs. Donc le manga a sa place dans ces grosses structures, mais il y a presque plus que de la place pour ce type de format. Alors que chez nous, en fait, les Japan Expo, les machins, ça existe, c'est très bien, mais le manga, il est aussi très très bien représenté en librairie, au même titre que tous les auteurs français, comics et compagnie, quoi. Et pour les modes de consommation, du coup, c'est parce qu'on parlait du fait que tu commandais des mangas en japonais pour pouvoir les lire. Aujourd'hui, avec tous les sites de vente en ligne, quand on a envie d'avoir un manga ou un livre qui n'est pas disponible dans notre ville, c'est très facile de l'avoir, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, toi, nous sommes une conférence rebondissante. Oui, on fait beaucoup ça. Mais oui, moi je trouve que c'est un objet culturel redoutable, le manga. Ça coûte 6,90 €. Il y a le côté feuilleton. Fois 100. Alors, c'est ça. Ça, c'est pas marqué dessus, sur le prix, mais pas à venir, fois 100. Mais effectivement,
ça génère, je pense, un achat plaisir, un achat coup de cœur. Et bon sang, j'ai l'impression d'être un chef marketing éditeur quand je dis ce genre de truc. Mais c'est vrai. Moi, quand mon fils m'en glisse un troisième sous la pile de BD en mode, on prend ça aussi. Bon, allez, 6,90 €, qu'est-ce que c'est à côté d'un roman graphique à 35 balles? Bref. Donc, forcément, il y a ça. Et puis, moi, je trouve que ça a pris la place du feuilleton, en fait, culturellement. C'est quelque chose qui a un peu disparu dans la bande dessinée contemporaine, ce côté feuilleton. On l'a eu jusque dans les années 80, quand il y avait encore de la presse, quand il y avait toutes les publications Marvel, Strange et compagnie qui arrivaient et qui avaient ce côté régulier, rendez-vous, récurrent, mais aussi pas cher, parce qu'on achetait un mensuel Strange et ça coûtait, je sais pas, 15 ou 20 balles, quoi. Donc, ce qui fait pas beaucoup d'euros, et je tenterai pas le calcul, mais donc voilà, on avait ce côté feuilletonnant-là, qui a disparu avec la fin de cette presse, au courant des années 90, et finalement le manga arrive quelques années après, prend son essor dans les années 2000, et à mon sens, il répond vraiment à ce besoin de séries au long cours, rebondissements, avec des personnages auxquels on va s'attacher, et qui sont des choses qui existent depuis le 19e siècle, et les feuilletons qu'on avait dans la presse, en littérature, quoi. Et le plus aujourd'hui, moi je pense, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère des séries télé, Netflix, Amazon Prime et compagnie, les nouvelles séries qui sont proposées sont vachement plus travaillées sur le temps long, là où par exemple les séries dont tu parlais il y a dans les années 2000 qui émergent, Naruto, One Piece pour ne parler que d'eux, on sent qu'il y a quand même, les séries s'étirent, pas seulement d'un point de vue artistique, mais surtout d'un point de vue commercial. On sait très bien que les éditeurs japonais, ils poussent pour faire du chiffre. Et des fois, l'auteur, il compose un petit peu comme il peut. Et on sent qu'il y a des variations dans la qualité d'écriture de la série. Je ne porte pas de jugement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ces séries qui sont prévues pour être des très longues séries sont beaucoup plus pensées dans la longueur. Parce que, on sait aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit à la télé, on sait que les spectateurs ou les lecteurs seront là. On sait qu'on peut les tenir pendant 10, 11 saisons, je dis n'importe quoi. Et du coup, je pense que c'est un gage de qualité de ce côté-là, qui permet de travailler, comme tu disais, les personnages, l'histoire, sans creux de la vague, sans sentir l'effet commercial derrière, quoi. Même s'il est là, faut pas se leurrer, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, tu disais Yael qu'il y avait forcément il y a plus de diversité, il y a plus de produits qui arrivent sur le marché, etc. Et du coup, les conditions de travail des mangaka, est-ce que vous avez une petite idée de ça, si ça a forcément impacté Alors moi, j'aimerais pas être mangaka au Japon, parce que je suis assez curieux et j'aime bien lire entre les chapitres des séries manga les conditions de travail et de vie des auteurs, et c'est vrai que ça fait pas rêver. Et c'est ce qui me renforce dans mon sentiment qu'on est finalement bien en France, nous auteurs français, même si il y a d'autres types de difficultés. Mais ouais, au Japon, c'est hyper dur, quoi. Ils dorment sous les tables. Enfin, c'est pas des clichés, je crois, hein. Ils dorment sur leur table, ils sont épuisés, ils boivent des litres de café. Enfin, il suffit de voir le nombre d'interruptions, j'arrive pas à dire, de manga, d'arrêt de manga. Un des exemples classiques, c'est Hunter x Hunter, mais où des mangaka, pour des raisons de maladie, parce qu'ils n'en peuvent plus, des burn-out, qu'ils arrêtent pendant un mois, parfois c'est quelques années. Dick Grayman, c'était la même chose. Et qui démontre que c'est difficile. Après, il faut savoir que les mangaka qui ont un certain succès vont avoir des assistants pour travailler avec eux. Mais je pense que la pression, je ne suis pas artiste, donc je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais en tout cas, la pression doit tomber quand même sur celui qui a son nom sur la couverture. Et je pense que la pression de la prépublication hebdomadaire, elle doit être très lourde. Oui, parce qu'effectivement, on a un système où ça passe en général par de la revue d'abord, enfin par de la presse encore au Japon, avec un rythme qui peut être hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, je crois, il y a différents types de publications. Si votre série commence à faire ses preuves rapidement, vous avez droit au format manga, en recueil, et si là, ça continue à cartonner, tu m'arrêtes, je dis de bêtises, mais on passe au format animation, et donc on développe
on développe ça. Ouais. C'est surtout que le système, par exemple, si je prends le Shonen Jump, il est assez, on peut le percevoir comme un peu violent parce qu'en fait, on va proposer aux lecteurs un pavé comme ça avec plein de mangas à l'intérieur, hein, et puis les lecteurs vont choisir lesquels ils aiment, lesquels ils n'aiment pas. Et quand un manga n'atteint pas un certain retour positif du public, ben, il est tout simplement supprimé. Donc il y a cette pression en permanence et pour les nouveaux arrivés, c'est aussi difficile de trouver sa place parce qu'il faut faire ses preuves à travers ce système-là. Et oui, plus il y a un potentiel auprès du public, plus il y a des chances qu'il va être adapté en animation. Donc on voit là les exemples récents, Demon Slayer par exemple, qui a cartonné en manga, qui ensuite cartonne en animation. Je ne sais pas si c'est toujours aussi systématique parce que ça arrive qu'on voit des séries animées qui, en tout cas, après c'est difficile de savoir leur popularité au Japon. J'ai pas des exemples en tête, mais qui en France ne sont pas passés en animation par exemple, et puis en manga, et puis d'un coup on voit l'animation sortir et c'est là que le manga va sortir en France. Je me demande si le cas de Spy Family, c'est pas ça. Si Spy Family n'est pas... Non, pardon. Spy Family vient de sortir maintenant en animation. De la tête. Je pense que le manga est sorti d'abord en France. Mais bref, c'est pour dire qu'il y a des cas où c'est d'abord l'animation qui va arriver en France, alors que le manga est déjà publié au Japon. Et ensuite, grâce à ce succès-là, le manga va être publié ici. C'est un peu, je crois, ce qui s'est passé pour le Sommet des Dieux, où il y a beaucoup de gens qui ont découvert le livre via le film. En fait, ils ont été voir le film et ils se sont aperçus que c'était une adaptation. Et ils ont ensuite, ils sont retournés sur le livre. Voilà. Ouais, moi je ne veux pas trop en parler, c'est Taniguchi en fait, c'est le Jiro Taniguchi qui est... C'est un peu particulier, Taniguchi c'est quand même... Bon, on ne peut pas le ranger dans la catégorie des mangas mainstream type Dragon Ball, Naruto, c'est quand même... Je ne saurais pas comment en parler au Japon. Mais lui-même, il se considérait un peu à la frontière entre le manga et la bande dessinée européenne. Donc oui, je ne connais pas sa popularité au Japon, je ne suis pas sûre. Il est possible qu'il est plus populaire en France qu'au Japon. Et je me demande justement quel succès aura le film au Japon. Je ne pensais pas le hasard que c'est en France qu'il est adapté en film d'animation. Non, mais juste pour reparler des conditions de travail, moi j'aimerais pas être scénariste au Japon, parce que déjà j'ai l'impression que ça n'existe pas. Alors, il y a bien... Non, mais attendez, ce que je veux pas dire c'est qu'il n'y a pas de scénario, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que c'est rare d'avoir le nom d'un scénariste co-auteur sur la couverture d'un manga. C'est quelque chose qu'on voit assez peu souvent, ça arrive, hein, mais c'est très très rare. La plupart du temps c'est un auteur complet, alors, ça veut dire que je suis pas complet, mais enfin bref, qui fait à la fois le dessin et l'histoire. Et je crois avoir compris qu'il y avait quand même des éditeurs qui avaient ce rôle un peu de directeur de scénario, directeur d'écriture, qui ne vont pas s'impliquer autant, notamment Naoki Urasawa, qui a fait des mangas comme Monster, travaille normalement avec son éditeur sur ces parties-là, c'est-à-dire qu'il coach un peu à deux l'écriture. Mais il n'y a pas effectivement ce statut de scénariste un peu propre à l'Europe, quoi. Et par rapport aux conditions, je vous renvoie à un bouquin qui s'appelle Super Tokyo Land, qui a été fait par un auteur français qui s'appelle Benjamin Reiss et qui raconte son expérience justement d'auteur français partant vivre à Tokyo pour une vie d'abord personnelle, trouve du travail là-bas et commence ensuite parce qu'il a une formation d'auteur de BD, commence à travailler comme journalier en fait pour des ateliers de manga, parce qu'on découvre effectivement les conditions de travail que tu décrivais. Et on découvre aussi qu'en période de bourre, de rush, ils n'hésitent pas à faire appel à des gars à la journée pour 2-3 jours pour donner un coup de main, pour aller faire des trames, pour aller faire des tours de case, pour aller faire un bout de décor, des aplats de noir. Et donc il y a un vrai métier de journalier au sens 18e siècle quand vous allez travailler dans les champs, quoi, mais en version effectivement manga et artistique, et il était payé comme ça à la journée. Donc ça peut donner un peu une idée aussi effectivement des conditions de travail. Super, merci, c'est intéressant. L'autre point du coup, il y a évidemment la façon de consommer, mais ça veut dire que les histoires qui y sont racontées, il y a une vraie curiosité et une identification aussi aux histoires qui sont développées dans le manga. Je voulais voir avec vous justement, on a vu un peu la forme, maintenant on va voir un petit peu le fond. Je passe de slide.
Hop là. Alors déjà, juste un petit résumé rapide pour qu'on soit tous d'accord sur les termes. Il y a 3 grands types de mangas, on va dire, le seinen, le shonen et le shoujo. Je ne sais pas si vous voulez expliquer ou si je lis ma petite feuille. Me lis ta feuille. Je lis ma feuille. Feignasse. Donc le seinen, c'est plus pour les jeunes adultes. Le shoujo, c'est plus pour les jeunes adolescentes. Et le shonen, c'est plus pour les jeunes ados. Il y a aussi le komono, où c'est pour les enfants, mais on en parle un petit peu moins. Vous en pensez quoi, en fait, de cette classification? Et le hentai. Est-ce que... le tentai. Et le Plein de sous-catégories aussi. Je te laisserai expliquer. Est-ce que, pour vous, cette classification, donc j'ai résumé dans les très grandes lignes, hein, je sais qu'il y a des sous-classifications ensuite, est-ce que c'est encore d'actualité, en fait, ou est-ce que c'est un peu en train de changer et voilà, est-ce que les lignes sont un peu en train de bouger par rapport à la narration qu'on est en train de faire? Moi, je pense que ça bouge pas aussi vite que chez nous, par exemple. Ouais. Après, c'est pas du tout réducteur. Ce que je dis, c'est que là-bas, ils procèdent comme ça. Les genres sont bien séparés. Ils rentrent dans des cases. Dans les librairies, c'est rangé selon les classifications dont tu parles, et même bien au-delà, je crois. Je sais plus quelle était la question, mais savoir si ça fait sens, parce que par exemple, tu vois, dans Banana Soul, ton héroïne, c'est une femme, et pourtant, c'est un shonen. Et le shonen, qui est adressé aux jeunes garçons, c'est souvent c'est Naruto, c'est One Piece, tu vois, c'est un peu... Ouais, effectivement, c'est vrai que et même avant de parler de Banana Soul, je fais une petite parenthèse sur Last Man, qui a été édité au Japon. Et nous, on avait des grosses attentes, et puis on était très fiers de cette nouvelle publication, parce que c'était un peu une façon de boucler la boucle. Et en fait, Last Man a été très mal reçu au Japon, parce que, enfin, il a été bien reçu, mais il n'a pas du tout marché, parce que il y avait beaucoup de thématiques qui se mélangeaient, notamment un récit à travers les yeux d'un petit garçon qui aurait dû rentrer dans la case du shonen, avec ses histoires de combat et tout. Et puis tout de suite après, on arrive dans des problématiques adultes, de drogue, de urbaine, qui faisait plus écho au cinéma des années 80. Et du coup, des gens nous ont dit, mais je ne sais pas où le ranger dans ma bibliothèque, donc je ne comprends pas bien pourquoi vous avez fait ça. C'est très gentil d'avoir fait un hommage au manga, mais chez nous, on ne consomme pas vraiment ce genre de produit. Et du coup, c'est par la suite... excusez-moi, j'étire un petit peu sur la nouvelle BD que je sors qui s'appelle Banana Soul. Moi, ça m'a vraiment réconforté dans l'idée que je ne suis pas un auteur japonais, et je veux plus faire comme quand j'avais 20 ans, du manga pour faire comme mes idoles et les héros que j'avais lus quand j'étais gamin. Je crois que c'est très important, évidemment, de rendre hommage et de pas se voiler la face. Le manga, il a inspiré mon travail, mais je suis français et je travaille avec les codes de la BD française qui m'a aussi nourri, quoi. Et donc, dans Banana Soul, effectivement, mon héroïne, dans ce format qui est la recette, mais de base du shonen japonais, j'ai décidé de dessiner une héroïne au lieu d'un petit héros. Et puis, c'est une façon pour moi d'assumer mon truc, et quitte à me prendre... quitte à ce que ça ne marche pas, mais au moins je suis à l'aise dans mes baskets, quoi. Après, cette classification, c'est aussi une forme de recommandation au lecteur, genre pour tel âge, ce manga-là n'est pas recommandé. Voilà, c'est vrai que sur les questions de genre, manga pour filles, manga pour les garçons, ça pose plus peut-être de questions, parce que, pareil, si je pense au Club Dorothée, les animations que j'ai vu essentiellement des shonen, et j'ai préféré les shonen aux shoujo. Mais je suis pas sûre que pour autant au Japon, parce que c'est classifié comme shoujo, que les filles ne vont pas lire ces mangas-là et vice versa. C'est juste, on sait à quoi s'attendre. On sait que si c'est un shoujo, on va avoir certains codes, et si c'est un shonen, on va avoir d'autres codes, etc. Ça reste un marché de niche, hein. Encore une fois, on parlait d'aspect industriel. Je reprends ma casquette de directeur marketing des éditions du manga. Mais il y a quand même un côté... on peut difficilement faire plus marché de niche. Vraiment, toutes les catégories d'âge, de type de récits, sportifs, culinaires, aventures, historiques, tout est bien organisé. Et en ça, c'est assez, encore une fois, redoutable et efficace. Mais du coup, il y a peut-être effectivement cette capacité après à pas aller mélanger les cases ou avoir ces difficultés-là, aussi bien dans l'aspect créatif que dans l'aspect lecteur. Là où je trouve qu'en Europe,
En Europe, on a une chance assez incroyable, c'est qu'on est il y a 3 grands domaines de BD, il y a les États-Unis, l'Europe et le Japon. En Europe, on est le seul à avoir les deux quasiment intégralement chez nous, en plus de notre marché. C'est-à-dire qu'on a accès à tout le comics, on a accès à tout le manga. Aux États-Unis, ils ont plus beaucoup de comics, hein, c'est passé sur les écrans de cinéma et les librairies comics et les éditeurs sont avec des grosses baisses. Ils ont un peu la bande dessinée européenne, mais c'est des petits bouts de traduction qui arrivent. Ils ont le manga à fond. Et au Japon, vous n'avez pas tellement de BD européenne et vous avez le comics par ça. Nous, on a ces 3 choses-là, on y a accès. Et je trouve que ça génère justement une capacité de mélange, de fusion, d'inspiration qui est là encore une fois depuis 30 ans. Donc ça va bientôt faire presque une génération et demie qu'on intègre ça. Et c'est ça qui est intéressant à mon sens. Plutôt que d'essayer de refaire exactement le manga, ce qu'on ne pourra pas faire. Parce que de toute façon, on n'est pas japonais, on n'est pas dans cette culture-là, quoi. Alors justement, la culture, parce que c'est un vrai miroir quand même, on s'y identifie en fait, malgré nous en fait. Et à votre avis, quelles sont selon vous les valeurs véhiculées par les mangas que vous aimez? Vous avez 4 heures. Non, mais oui. Je me lance. Oui, le manga véhicule des valeurs. C'est un soft power, en fait. On en revient à ça. La notion de soft power, c'est comment, à un moment, une culture, un pays exporte aussi ses valeurs, non pas par la force, mais par, justement, la culture. Nous, on est dans un soft power américain depuis 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et nos parents, et nous-mêmes grandissons là-dedans. Mais on a ce soft power japonais qui est là. Moi, j'adore les messages. Quand j'étais petit, que je regardais les Chevaliers des Zodiac et les mangas sportifs, type Olivier Tom et Jeanne et Serge, cette notion de sacrifice, d'espacement de l'individu par rapport au groupe, de la nécessité de toujours mettre en avant les valeurs collectives, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira, quitte à se sacrifier soi-même. Enfin, moi, quand je sortais d'Olivier Tom, j'étais persuadé que même si j'avais le genou pété, il fallait que je joue avec l'équipe de foot, parce que voilà, je ne pouvais pas les abandonner. Alors qu'en fait, c'est pas une bonne idée, en vrai. Si vous avez le genou pété, vous vous reposez, et c'est comme ça que vous allez au mieux aider votre équipe. Bon, et voilà, donc c'est ces valeurs-là. Après, il y a des choses que je trouve intéressantes. Il y a les notions du fait de voir des personnages grandir. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très intéressant et qui est relié au conte, si on rentre dans des choses plus ancrées. Mais le manga est très fort par l'aspect feuilletonesque pour justement nous montrer des évolutions de personnages et comment on grandit. C'est ce qu'on retrouve dans Harry Potter. On en parlait tout à l'heure. Moi, ce qui est génial dans Harry Potter, c'est de voir un personnage qui grandit, qui se transforme et qui, du coup, nous permet d'interroger aussi nos propres transformations. Et à l'inverse aussi, je veux évidemment pas en dire du mal, mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, le manga, il est quand même assez formaté, les séries. Par exemple, le shonen, le neketsu pour les petits garçons, c'est quelque chose, c'est une recette qui est toujours la même en fait. Quand je lis, j'arrête pas de parler de ces 2 séries, mais c'est assez facile puisque je les lis, je suis en plein dedans. Quand ce soit Naruto ou Kaiju 8 qui sont séparés de 30 ans, je sais pas, de pas mal, c'est exactement les mêmes stéréotypes de personnages, quoi. Et dans stéréotype, j'entends un petit peu caricature quand même. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je vois plus facilement parce que maintenant j'ai 40 ans et que je lis les BD avec un œil un peu plus mûr, que mon fils voit pas du tout, par exemple. Et je veux pas du tout lui casser sa motivation. Simplement, quand je réfléchis et quand je vois ça, je me demande, je fais évidemment le lien avec l'auteur japonais qui a pas de vie. Enfin, on sait comment le japonais, il est dans sa société japonaise où l'individu, il est comment dire, on n'incite pas à se libérer dans la rue et à raconter ses histoires. Vous savez, l'individu au Japon, c'est pas du tout la même considération que l'individu en Europe. Et de fait, moi, quand je lis toujours ces mêmes recettes, je me dis, il y a un moment où même Naruto, il commence sa vie à 12 ans, et avant, c'est une page vierge. Et qu'est-ce qui s'est passé avant sa vie? Donc c'est en ça que je me dis, nous en Europe, on peut peut-être aborder ces histoires avec ces valeurs, avec nos vécus à nous, une façon peut-être différente d'aborder les choses, qui ne sera pas forcément la bonne, mais qui sera un point de vue différent, plutôt que de d'appliquer toujours ces mêmes recettes. C'est peut-être en ça que le côté industriel, justement, aussi prend le pas sur la capacité et la liberté d'auteur. Ce que je trouve intéressant, c'est que je suis en train de lire aussi Kaiju Number 8. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est un manga qui commence, là on en est à 4 tomes.
On est dans un univers contemporain japonais où il y a des monstres qui pop, comme ça, qui apparaissent. Donc c'est la menace, quoi. Et à ce moment-là, il y a des espèces de commandos qui s'en occupent. Et on commence par le bas de l'échelle avec un personnage dont le métier, en fait, est de passer une fois que les commandos ont fait le taf. Et il doit nettoyer, en fait. Il s'agit de dépecer la carcasse, des trucs et tout. Et là, je me suis dit, mais waouh, ça, c'est super cool. Et moi, j'aurais fait un album là-dessus. Je serais resté sur le gars et je me serais intéressé finalement à sa vie de dépeceur et ses bas-fonds et tout. Alors qu'en fait, c'est juste le prémisse. Et après, comme tu dis, on part dans le shonen et on part dans comment lui va récupérer, fusionner avec une de ses créatures, avoir des pouvoirs, etc. Alors pour moi, la vraie originalité, elle était là-dedans. C'est-à-dire de faire une espèce de d'éboueur, de monstre, hein, et de voir ce qu'on aurait pu en tirer, quoi. Après, il y a des auteurs, parce le manga, comme ça a été dit, c'est très très large. Et si on prend les œuvres d'Otomo, par exemple, ou si on prend les œuvres de Taiyo Matsumoto, c'est des auteurs qui sortent complètement de ces schémas-là. Et si on parle dans l'enfance, donc Taiyo Matsumoto qui parle beaucoup de l'enfance, ou Otomo qui parle beaucoup du côté un peu pas beau de la société. Et qui n'a pas cette recherche comme on trouve dans les Dragon Ball où l'objectif c'est de devenir de plus en plus fort. À chaque fois on va avoir les flammes encore plus grandes, les cheveux encore plus. Mais et je trouve que c'est intéressant de voir aussi ces nuances-là parce que certes il y a on va dire les genres majeurs, là encore Jujutsu Kaisen, qui est encore dans ce schéma-là des Naruto et Dragon Ball, mais qui marche. Et donc je pense qu'il y a le plaisir de voir ces évolutions de personnages, de se dire il va réussir à passer encore une étape, à aller encore plus loin, à accomplir ses objectifs. Donc je pense qu'on peut tous s'attacher à cette idée-là qu'on veut réussir dans le domaine dans lequel on s'investit. Donc ça reflète peut-être ce désir-là, mais à côté de ça, il y a encore beaucoup d'œuvres qui ne rentrent pas du tout dans ces schémas-là et qui montrent qu'au sein de la société japonaise, il y a beaucoup de nuances. Et d'ailleurs, parlant de Satoshi Kon disait qu'il détestait les shonen, justement avec ses valeurs d'effort, on va s'investir, on va avec plein de sueur et tout, on va réussir à aller plus loin. Et lui, il lisait plutôt des shoujo avant et dans ses films, justement, il cherche en quelque sorte à s'opposer à ces types de messages qu'on trouve dans les shonen. Il y a aussi la notion de... Alors c'est peut-être plus pour les ados du coup, mais on peut aussi s'y identifier, de s'affranchir du maître. Il y a quelque chose aussi dans pas mal de... Enfin notamment dans Banana Soul, mais pas que, tu as aussi dans Last Man. D'évoluer déjà dans un premier temps avec le maître et ensuite l'affronter. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Ouais, ben en fait, cette notion, moi, c'est un peu comme on parle de shonen, c'est associé à l'adolescence, la fin de l'enfance, le début de l'adolescence, donc c'est assez universel en fait, comme le passage où le héros va se rebeller contre son maître, son père, et c'est des thématiques qui sont, je pense, propres à toutes les sociétés, quoi. Enfin, du coup, c'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose qui va parler, qui va permettre à n'importe quel lecteur de s'identifier quelque part, et c'est un peu un passage obligé dans certains types de récits, mais pardon, je sèche. Là, c'est l'histoire c'est le chemin du héros, je ne sais plus comment ça s'appelle en scénario. Oui, il y a Christopher Vogler qui parle effectivement du voyage du héros, mais après, c'est effectivement même... c'est Star Wars aussi, c'est un moment, grandir, c'est accepter que nos parents ne sont pas immortels et qu'ils sont pleins d'imperfections, et donc tuer le maître, c'est aussi... tuer ses parents symboliquement, c'est se reconnaître que c'est juste des gens aussi paumés que nous, en fait, à un moment ou à un autre, qu'il va falloir faire avec, quoi. Il y a la notion d'amitié aussi, que j'avais envie de développer un petit peu avec vous. Alors je ne sais pas si Murakami en a beaucoup dans les nouvelles que tu avais adaptées, pour ce que j'ai lu pas tant. Non, alors pour le coup, Murakami, ce qui est intéressant et ce qui me plaisait, c'est que c'est un auteur japonais, mais qui a vécu et travaillé loin du Japon très longtemps. Il a enseigné aux États-Unis. C'est quelqu'un d'assez ouvert sur le monde. Enfin, les Japonais ne sont pas fermés sur leur archipel, mais en gros, voilà, Murakami est quand même quelqu'un qui
Il y a des inspirations qui puisent vraiment dans la culture japonaise, hein, notamment le rapport aux esprits, au shintoïsme, au yokai, il y a tout ça, il y a ce côté très fantastique, mais que lui va mélanger avec l'aspect contemporain, le réalisme magique. Je ne sais pas si ça vous parle, des choses comme ce qu'ont pu écrire des gens comme Gabriel Garcia Marquez en Colombie, c'est-à-dire des choses très précisément ancrées dans un contexte social, culturel, historique, mais où d'un coup il peut se passer des choses qui sont complètement surnaturelles. Mais parce que ça va faire valeur symbolique, parce que d'un coup, ça va dire aussi des choses et une forme de vérité là-dessus, quoi. Sur l'amitié, si, il y a on a adapté 9 nouvelles de Murakami, une qui s'appelle Le 7e homme, et l'histoire de 2 enfants dans les années 50, qui vont être séparés suite au passage d'un cyclone en fait, sur leur ville. Pendant le passage du cyclone, ils décident d'aller voir la plage, parce que tout est calme et que c'est incroyable. Et en fait, une vague gigantesque arrive et emporte un des 2 enfants avec elle, avant de revenir pour appeler le deuxième, mais s'arrêter juste. Et à l'intérieur de la vague, il y a le premier enfant qui a été emmené, qui est déjà devenu une espèce de créature inquiétante. Et donc, cette histoire est racontée adulte par l'enfant survivant. Alors, c'est de l'amitié, parce que c'était l'ami le plus cher du monde, mais ça parle aussi de peur, ça parle de culpabilité de celui qui reste. Et donc, on est en fait sur des thèmes qui sont beaucoup plus universel. Ouais. On n'est pas dans le pouvoir de l'amitié, là, pour le coup. Ouais, moi, ça m'intéresse, cette thématique. J'essaie un peu toute la thématique de Banana Soul. Et c'est quelque chose, par exemple, que j'ai toujours, à laquelle j'ai toujours été sensible en lisant des mangas. Et encore une fois, en grandissant, je me suis aperçu à quel point c'est des petites choses qui étaient assez difficiles à saisir. Par exemple, dans les grandes séries classiques qu'on connaît, Dragon Ball, machin, truc, les amitiés se créent au moment où les personnages se battent les uns les autres. Au début, ils sont rivaux, et puis après, ils deviennent amis. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et en fait, finalement, ça, encore une fois, ça fait partie un petit peu du cliché. Et moi, je vais chercher des petites choses qui existent. Je vais peut-être chercher avant l'histoire, en fait. Moi, c'est ce qui me plaît dans Akira. Je pense que tout le monde connaît Akira. C'est le fait que quand l'histoire commence, c'est une bande de copains qui font de la moto un peu de façon sauvage sur les autoroutes. Et en fait, j'ai compris en quelques pages que ça fait des années, enfin ça fait du temps, il y a du temps qui a déjà passé avant le manga. Et cette histoire de cette relation d'amitié, elle est posée, elle est installée et on y croit. Alors que de temps en temps, les amitiés qui se créent comme ça, un combat et pouf, en quelques pages, le héros devient très très ami avec un autre personnage. Des fois, ça a tendance, ça sonne un petit peu faux à cause de la recette, comme on dit. Et en fait, moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les toutes petites nuances. Par exemple, dans le manga My Hero Academy, peut-être que vous connaissez, il y a une relation très particulière entre le héros principal, qui est finalement assez effacé, et la vedette, toujours énervée, là. Le fait qu'à un moment donné, pendant leur enfance, il y a eu un petit accident qui a généré toute cette relation. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé avant toute l'histoire du manga, mais qui a une importance capitale pour moi. Et tout ça, là, toute cette observation, toutes ces analyses que j'ai faites au cours de toutes mes lectures manga, c'est exactement ça que j'essaye de travailler, mais à ma sauce, dans Banana Soul, avec mon vécu. Juste là-dessus, parce que pour moi, la trame de l'amitié dans My Hero Academia, c'est très proche de Naruto, je trouve. Et c'est vrai que ce qui est particulier dans certains, je ne sais pas quelle proportion ça prend dans les shonen, mais c'est qu'il y a des amitiés très douloureuses, en fait, aussi qui sont racontées. Si on prend l'amitié des personnages principaux dans Naruto, finalement... quasiment tout au long de la série, c'est justement ces tentatives de se réconcilier, de retrouver un point commun, alors qu'il y a une relation très très forte, mais qui a dû être brisée en raison des circonstances du récit. Donc il y a ça aussi, c'est pas toujours aussi simple, juste voilà, on va être amis et du coup le monde va être beau. Dans le travail de Satoshi Kon, d'ailleurs, Yael, lui s'approprie comment cette valeur-là? Je ne sais pas si je parlerais d'amitié dans les films de Satoshi Kon. S'il y a un film qui est le plus proche d'une relation d'amitié, ça serait Tokyo Godfathers.
Et encore, c'est plus proche d'une relation familiale, d'une structure familiale que de l'amitié à proprement parler. C'est 3 sans-abri qui vivent dans les rues de Tokyo et qui forment une sorte de famille un peu étrange avec un personnage qui est un travesti, un homme qui est addict au jeu et à l'alcool, et puis une gamine, une adolescente fugueuse. Mais c'est peut-être le film le plus chaleureux de Satoshi Kon. C'est assez intéressant parce qu'il a un rapport aux personnages qui est assez particulier. Ils sont là au sein de la société, mais on est avec eux sans être dans une identification aussi forte qu'on peut trouver dans d'autres récits, je trouve. On ne parle pas de Miyazaki, mais c'est intéressant parce que Carrément. Miyazaki, chaque film de Miyazaki, c'est une espèce de petit paquet cadeau sur l'amitié, sur la famille. Moi, je le range au même titre que les histoires pour enfants qui sont trop agréables à lire, à regarder. C'est pas pour rien qu'on les montre aussi facilement à nos enfants et que ça marche en fait. Mon voisin Totoro, n'importe quel enfant accroche tout de suite à cette histoire et c'est assez magique quoi, de voir l'effet produit sur l'enfant. Moi, j'ai découvert Totoro avec mon fils aîné quand il avait 4 ans. Je n'arrivais pas à le regarder avant. Je m'endormais systématiquement. Non, mais c'était attention, aveu un peu culpable. Mais quand j'ai regardé ça à 20 piges, je me suis endormi. J'ai regardé ça à 25 piges, je me suis endormi. Et en fait, c'est quand j'ai vu mon fils de 3 ans s'identifier à Mei, parce que je crois que c'est vraiment un film qui permet à un gamin de 3-4 ans de se mettre au niveau des émotions et des ressentis. Là, d'un coup, j'ai vu toute la force du film et je me suis pas endormi. Et du coup, je l'ai revu beaucoup. Et non, il est assez incroyable. Et il est terrifiant aussi. On est au niveau du regard de l'enfant avec Mei, et puis à la fin, elle disparaît, quoi. Et on ne sait pas où elle est et on la cherche pendant 20 minutes et on envisage le pire. Enfin, il s'adresse aussi bien aux enfants, aux adultes, c'est assez incroyable là-dessus. Voilà. Et est-ce que vous avez le sentiment, alors je ne sais pas si c'est... moi, c'est un ressenti que j'ai, en tout cas, c'est qu'avec les mangas, en tout cas, on peut parler de plein de thèmes différents. C'est-à-dire que c'est plus permissif, j'ai le sentiment ou alors moins codifié pour le coup, que les comics ou la BD franco-belge dite traditionnelle. Forcément que les comics, oui quoi. Moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le comics, j'y connais pas grand chose pour être tout à fait honnête, mais je sens que c'est un monde qui est très serré. En plus, les Américains ont leur façon bien précise d'aborder la violence. Pour moi c'est très compliqué, c'est très cloisonné. Mais je pense pas que par exemple dans la BD franco-belge, je crois qu'on peut aborder à peu près tout et n'importe quoi sans risque. J'ai l'impression, oui, que ça se développe beaucoup en plus. Et après, c'est la question des définitions. C'est est-ce que, par exemple, un roman graphique est une BD ou pas? Je veux dire, c'est ces questions-là, parce que dans les romans graphiques, on trouve des sujets très, très variés, que ce soit des sujets historiques ou autres. Dans les mangas, peut-être que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment accepter qu'on peut utiliser le dessin pour parler de tous les sujets, que ce soit de Hitler jusqu'à le jeu de football, justement. Il y a tout ce les recettes, il y a des livres de recettes en manga. Donc vraiment, chaque sujet peut être raconté avec des images. Oui, peut-être, je pense qu'au niveau de la liberté, on est à peu près libre de faire ce qu'on veut. En Europe autant qu'au Japon, enfin, dans mon sens. Hein. Mais effectivement, ce que tu dis, oui, sur le fait que la bande dessinée peut tout aborder, je crois que c'est quelque chose qui maintenant de plus en plus ancré dans les esprits européens, mais qui n'était pas forcément le cas au début des années 2000, où on était encore dans une vision un peu pour la jeunesse, pour les enfants. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire du reportage, de la BD documentaire, on sait qu'on peut faire l'autobiographie, on sait qu'on peut faire du récit de science-fiction, enfin, historique. Donc effectivement, peut-être le manga était un peu plus en avance que ça dans cette perception. Peut-être aussi, pardon, excuse-moi, je te coupe, dans le manga, il y a ce rapport à la puissance, moi, qui me fascine. Parce que c'est quand même un héritage aussi lié à l'histoire du Japon, je crois, hein, tout ce délire sur les villes dévastées par des boules d'énergie. Enfin bon, dans Akira, dans tout un tas de... C'est quelque chose qui devient presque
banal en fait dans la plupart des récits où les gars ont des super pouvoirs, ils déclenchent des attaques avec des effets de fumée et tout, et c'est quelque chose qui, quand on travaille dans l'anime, on est très friand, dans le dessin animé, on est très friand de ce genre de choses, mais tout ça, ça a une histoire, et en fait, moi j'ai l'impression que cette notion de puissance permet au lecteur, permet à l'auteur de rendre intéressant n'importe quel sujet, quoi. Moi, il y a quelques années, j'ai découvert Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Jamais de ma vie, j'aurais cru lire une BD sur des joueurs de ping-pong. Et je suis rentré dedans et je range cette BD à côté des Akira, et elle a la même valeur, elle a le même potentiel. Avec une super adaptation de Masaaki Yuasa en animation. Oui, non, ping-pong, effectivement, ça a été une claque énorme et qui vous redonne tout de suite envie d'aller choper une raquette et une table, et d'aller envoyer des grandes attaques et des grandes défenses dans tous les sens. Alors ça sera moins bien dans le manga, mais oui, c'est assez impressionnant. Ouais. Je ne sais plus qui disait ça, sûrement quelqu'un de plus intelligent que moi, mais par rapport justement au nucléaire et à l'arme atomique, Godzilla, c'est la version monstrueuse de ça, la transformation, la bête qui se retrouve à muter. Et Astro Boy, Tezuka en fait une version pacifiée, acceptable, qui est contrôlée, et qui devient finalement le cœur même de ce robot qui va tout faire pour... on prenait ces deux grandes icônes un peu de pop culture par rapport à ce traumatisme nucléaire. Quoi. Alors justement, ça me fait penser aussi à le lien entre les BD, alors BD, comics, manga, et les contextes géopolitiques dans lesquels ils ont été créés. Je fais évidemment le parallèle avec les comics. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait vraiment besoin de super-héros à ce moment-là, où il y a eu un boom. Enfin, je fais un raccourci volontairement parce qu'on n'a pas assez de temps, mais... et du coup, on se posait la question, en préparant cette table ronde-là, de savoir si le fait qu'on soit dans un contexte en ce moment un petit peu anxiogène, entre le Covid, les thématiques écologiques, vague troisième guerre mondiale en Ukraine, etc. Si les mangas, ce succès-là qu'on a du manga, c'est pas aussi un exutoire d'une manière ou d'une autre face à tout ce qui se passe en ce moment autour de ces jeunes là qui lisent de plus en plus de mangas justement. Oui, alors encore une fois, on est sur un phénomène qui croît depuis 20 ans, mais la fiction, de manière générale, est à la fois là pour nous servir de refuge et en même temps de manière de prendre du recul et de comprendre ce qui se passe à l'extérieur quand on est dedans. Donc c'est à la fois une bulle protectrice et quelque chose qui nous permet d'avoir une meilleure capacité à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc je pense qu'on retrouve ça effectivement dans le manga, avec des choses qui sont à la fois rassurantes et qui en même temps... permettent aussi des exutoires, suivant les gens. Je pense que ça dépend des artistes. Déjà, en termes de la manière de concevoir les œuvres, Hayao Miyazaki, par exemple, si on prend son cas, lui, il considère que l'animation a pour rôle de servir d'échappatoire pour le public, pour pouvoir, pendant 1h30 ou 2 heures, s'évader des difficultés du quotidien et avoir un peu de douceur, un peu de réconfort. Même si pas tous ces films sont privés de violence ou d'actions difficiles. Et il y a d'autres artistes, si je prends Otomo par exemple, où justement, lui dans ses mangas, il cherche, même si c'est en partie par la science-fiction, de parler des réalités difficiles, de pauvreté, de saleté dans les rues, de violence. Donc, je dirais qu'il y a d'abord l'approche de l'artiste, de qu'est-ce que lui il propose, et après bien évidemment les lecteurs derrière, chacun par rapport à ce qu'il cherche dans le livre qu'il choisit. Et puis il y a des auteurs qui mettent plus ou moins de distance avec ce qu'ils racontent. Il y en a qui jouent avec des personnages, qui les mettent en scène et on peut y voir ou pas un exutoire ou quoi. Et puis il y a des auteurs qui se livrent, qui se dévoilent complètement. Et je pense à l'auteur qui est décédé l'année dernière, je crois Kentaro Miura, qui est l'auteur de Berserk. Son œuvre, de mon point de vue, elle est magistrale parce que à partir d'un certain moment donné, je ne veux pas dire qu'il abandonne ses personnages, mais il se laisse complètement partir dans l'expression totale de ses névroses, ses fantasmes, ses délires. Et tout ça est mis en image sans filtre, en fait. On est directement dans son cerveau
il perd quasiment la trame de son histoire, où il raccroche comme il peut, parce que son éditeur, de temps en temps, lui dirait hey, calme-toi avec les monstres de partout, t'as un lectorat quand même. Et du coup, pour moi, je trouve ça assez fascinant. Pour moi, c'est vraiment une œuvre magistrale, Mercer, qui reflète l'état d'esprit d'un auteur très particulier quand même. Et alors, vous, justement, en tant qu'auteur, dans votre travail, est-ce que voilà, ces contextes-là vous inspirent, ou est-ce que vous inspirez plus de votre vécu, ou est-ce que c'est un mélange de tout, ou comment vous travaillez? Là, c'est un mélange de tout. Puis il se trouve que j'étais là pendant la guerre, le Covid et tout ça. Donc tout ça vient se... Non, mais oui, on écrit par rapport à deux choses. Je pense qu'on écrit par rapport à la fiction et on écrit par rapport à la réalité. Donc on écrit même quand on adapte, parce que dans ton cas c'était de l'adaptation. T'as pu te le réapproprier ou... Mais moi, sur le travail sur Murakami, c'est très particulier. Je me suis retrouvé un peu démuni. C'est-à-dire qu'il y avait déjà tout. Il y avait la trame, il y avait les dialogues, il y avait les décors, la mise en scène. Mon travail de scénariste, il s'est réduit vraiment à peu de choses dans la création. Par contre, j'ai fait un vrai travail d'adaptateur, dans le sens où Pierre-Marie Grioux, PMGL, l'auteur, dessinateur avec qui j'ai travaillé, me disait c'est toi qui fais le découpage. Donc il me disait tu me proposes un gaufrier, tu me dis les plans, etc. Donc je me suis retrouvé à aller vers un cap où je ne vais pas du tout d'habitude. Quand je travaille en bande dessinée, je ne fournis pas un gaufrier ou une organisation des cases aux dessinateurs, dessinatrices, ni même des indications de plans, parce que souvent ils me disent laisse-moi tranquille, c'est ma partie du taf, et t'as qu'à savoir dessiner si tu veux faire ça. Donc en général je m'arrête avant. Mais là c'était pas le cas. Donc moi j'ai appris à faire de la mise en scène, j'ai l'impression, en fait, beaucoup avec ces adaptations. Ça m'a appris aussi à apprendre à trahir, très honnêtement. J'étais terrorisé au début par le fait de ne pas garder certains éléments des nouvelles, en me disant Murakami, qui suis-je pour oser enlever un passage de son histoire. Ça faisait partie d'une de mes questions. Et comment adapter des histoires sans trahir l'original, exactement. C'est pas possible. Donc, non, mais c'est vrai. Alors après, il y a trahison et trahison. Tout est dans la gradation, encore une fois. Mais du coup, on peut trahir plus ou moins. Mais des fois, il faut trahir parce que on va pas pouvoir faire tout à fait les mêmes choses avec de la littérature et avec de la BD, où il y aura de l'image et du texte. Alors d'un autre côté, on n'a que du texte. Donc des choses seront plus efficaces si on les supprime ou si on les passe directement visuellement. Mais donc oui, sur l'adaptation, c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de rentrer vraiment dans la tête de Murakami, de découvrir aussi énormément de choses sur sa manière de construire les histoires, sur sa manière de ne pas dire plein de choses, de savoir en mettre un minimum. J'ai découvert des marottes d'écriture que je n'avais pas vues en lisant les nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent très fréquemment, des effets de mise en scène. Si vous lisez du Murakami, il n'y a pas une nouvelle où le personnage ne se retrouve pas sur son lit à contempler le plafond comme ça et à commencer à voir des choses dessinées. Et moi, ça ne m'avait pas sauté aux yeux en parcourant des recueils. Mais là, quand on se met à les adapter, qu'on en fait une, deux, trois, et qu'on se retrouve du coup à dire je vais devoir générer la même image, comment on fait? Et moi, j'étais terrorisé par ça. En tant que scénariste, je me disais, mon métier, c'est de toujours faire un truc nouveau, original, pas vu, quoi. Et en fait, non, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter qu'on a des marottes, qu'on a des espèces d'effets de mise en scène qui reviennent. Enfin voilà, ça m'a appris énormément de choses sur tout ça. Ouais. Mais tu lui demandais son avis ou des conseils vous travaillez un peu ensemble à Murakami ou t'adaptais Non, c'était assez touchy là-dessus, dans le sens où, en fait, on faisait l'histoire intégralement et on l'envoyait fini. Et là, il disait oui ou il disait non. Donc c'était... Il a dit non des fois Il a dit non une fois. Alors pas sur les nouvelles, heureusement, des 9 adaptations, mais à un moment, on était parti sur... il a écrit des micro-nouvelles, Murakami, dans les années 80, qui sont des textes très très courts. C'est une page, des choses comme ça, et qui n'étaient pas publiés en France. Et on s'était dit, hey Coco, là, il y a une manne éditoriale. Je boucle avec le sujet. Et on va faire un truc, ça va cartonner. Mais comme c'est des micro-nouvelles, on va les faire sous forme de yonkoma. Les yonkoma, c'est des strips japonais, c'est des 4 cases. Et donc, on avait fait comme ça, je sais plus, on a dû faire 30 strips. Et il a dit non. Donc là, voilà, c'est le seul truc qu'il a refusé. Peut-être parce qu'on l'y mettait en scène. C'est-à-dire que dans ces micro-nouvelles, il se mettait lui-même en scène, moi, Haruki Murakami. Donc, on l'avait dessiné, on l'avait fait. Et je ne sais pas à quel point, du coup, il a été dérangé ou pas par ça. Mais voilà, c'est la seule fois où il a refusé le travail. Sinon, on avait des retours par l'éditrice. Enfin, lui validait, l'éditrice nous disait il a bien aimé, etc. Mais voilà, je n'ai pas eu d'échange directement avec lui. Il y a eu une pandémie là, qui est passée par là alors qu'on devait aller au Japon. Donc aujourd'hui, ça va se faire, mais ça se rouvre très doucement et bon, on verra bien. Et toi, Michael, sur Banana Soul, j'ai mis derrière vos... En fait, moi,
depuis que je fais de la BD, je devrais pas le dire, mais j'ai toujours fait de la BD c'est une récréation en fait. J'ai toujours trouvé des projets qui m'amusaient, où je me lâchais, je me prenais pas au sérieux. Et donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait des projets complètement crétins, des trucs un peu récréatifs pour recracher les influences, mais les influences cinématographiques, les influences de lecture et tout ça. Et en fait, sur Banana Soul, il y a eu toute la phase Last Man où ça a été un peu l'espèce de projet où on a vraiment réfléchi à à quoi ça nous a servi en fait, tous ces films qu'on a bouffés quand on était gamin, toutes ces lectures, on l'a recraché sous la forme de Last Man, avec un discours un petit peu cynique en fait sur la pop culture en général, parce que c'est quand même tout Last Man, notre idée c'était un peu de dire c'est bien de mettre un bonnet vert pour ressembler à Zelda parce qu'on adore trop le personnage et Link parce qu'on s'identifie trop au personnage, mais il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport aux œuvres qui nous marquent et qui nous influencent, du recul qu'on n'a pas forcément quand on est gamin, quand on est ado. Et donc avec Banana Soul, moi c'est marrant parce que c'est le point de départ, c'est quand j'allume Netflix, je vois Squid Game, je vois tout un tas de trucs ultra bourrins. Quand je vais dans les librairies, on me parle de Chainsaw Man, on me parle de séries qui sont toutes plus gore ou trash des unes sur les autres. Et je me suis dit, devant cette surenchère, il y a un moment où on peut plus faire plus. Enfin, je peux pas faire plus. Et je me suis dit, je vais prendre le truc à contre-pied. Je vais essayer de travailler avec une vitrine un peu dynamique, qui est le sport en question, la Sioule. Je vais essayer de travailler des relations d'amitié entre des jeunes personnages, tout en douceur, tout en bienveillance, vraiment en allant toujours chercher le moins violent possible dans la forme. Et donc je suis en train de travailler sur cette série, et c'est l'idée, c'est d'être le moins dans la violence explicite et le plus dans la parole, mais sans pour autant donner des leçons, parce que j'ai horreur des BD qui donnent des leçons, ou des chanteurs qui font la morale. Par contre, j'essaye que les gens tirent des conclusions des récits que je propose, modestement. Oui, on cherche ça de toute façon. Oui. Il faut que ça soit planqué. Ouais. Certains ne le planquent Oui, certains ne le planquent pas vraiment. Oui, c'est le problème. Alors, j'ai pas encore lu Banana Soul, mais du coup, est-ce qu'il y a une espèce de super pouvoir de la bienveillance, genre je serais plus bienveillant que toi, enfin du coup, il monte en puissance comme ça ou... Non, il y a effectivement comme je dis souvent, il y a une vitrine qui est ce sport qui est évidemment assez musclé, mais moi, dans ma mise en scène, je vais toujours chercher à en montrer le moins, mettre l'accent sur le jeu, plutôt que sur les bras cassés ou les nez qui pissent le sang ou des trucs comme ça, chose qui est très récurrent dans la BD ou dans les séries, ce genre de visuel qu'on a maintenant. Moi, mon gamin de 10 ans, dans sa classe, il y a des enfants qui ont vu Squid Games. Je ne veux pas passer pour un audio réac, mais je trouve ça un petit peu trop. Et chaque chose en son temps, on a du temps pour découvrir les récits, les lectures, on a du temps pour grandir. Donc, chaque chose en son temps. Et c'est peut-être, en ça, je suis peut-être un peu moralisateur. Ils ont du temps avant de devenir des Coréens du Sud pauvres. Je sais pas, Yael, si Satoshi Kon, comment il travaillait, lui, sur cette phase de création-là, en tant qu'auteur. Tu veux dire par rapport à parce que là, on était sur la violence. Oui, la violence ouais. Sur la violence, oui, comme il a cette notion-là beaucoup dans ses films. Oui et non, en fait, on a cette image de violence, mais à part Perfect Blue, qui est son premier film, qui lui, oui, il est plutôt violent. Dans les autres, pas tant que ça, je pense pas. Peut-être que j'ai trop vu et du coup, je me suis accoutumée, mais... Non, ce qui est intéressant avec Satoshi Kon, c'est qu'il joue beaucoup de symboles et du coup, certes, il y a quelques séquences où on est vraiment dans la violence. Donc dans Perfect Blue, il y a une séquence de meurtre qui est particulièrement explicite et qui renvoie un peu à Hitchcock et la scène du fameux
couteau. Mais il est plus dans l'insinuation, je trouve, de manière générale, que dans le montrer. Donc, je trouve que certaines scènes sont violentes parce que c'est vraiment un acte violent qu'on voit. Mais beaucoup de fois, il suffit juste du début de l'action ou de l'insinuation et on a déjà pris tout le coup de la violence sans qu'on l'a vu vraiment. Donc, C'est ça, oui, c'est vrai que ça reste. Parfois, il vaut mieux suggérer pour laisser les lecteurs et lectrices, les spectateurs et spectatrices se faire eux-mêmes la pire représentation possible. voilà, parfois c'est pire en fait. Souvent, ce pire, je pense, effectivement. Et Satoshi Kon, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait fait la mise en scène de Ghost in the Shell, du long métrage. Non. Très bien, j'ai dit une bêtise, merci. Si tu voulais rajouter quelque chose. Eh bien, on va finir sur une dernière question, juste de savoir si vous avez la recommandation d'un manga et pourquoi celui-là. Pourquoi ce manga Alors moi, j'ai choisi pour ce club lecture, manga, présentation. Ça peut être livre ou animé, hein, c'est pas forcément un livre. Non, mais c'est très chouette. Je pense que vous n'allez pas découvrir quelque chose, mais 20th Century Boys, qui est donc une superbe série de Naoki Urasawa. Parce que ça m'a mis effectivement un plaisir et une claque en tant que lecteur assez énorme quand j'ai découvert ça, parce que ça doit dater du fin des années 90, début des années 2000, mais moi j'ai commencé à le lire je pense en 2005, 2006, enfin, j'étais un peu à la bourre par rapport à ça, et j'ai retrouvé vraiment le premier plaisir de lecteur que j'avais eu quand j'ai découvert Gun, quand j'ai découvert Akira, etc. Et je pense que ce qui me plaît chez Urasawa, c'est aussi ce qui me plaît chez Murakami, c'est que c'est des auteurs japonais, mais très, très ouverts aussi, enfin, avec qui vont chercher des influences internationales. Urasawa, il a un dessin qui est presque européen, enfin, ça pourrait être un Taniguchi un peu moins ligne claire, un peu plus jeté. C'est un redoutable metteur en scène. Pour le coup, 20th Century Boys est chapitré à chaque fois 26 pages, c'est super efficace, un cliffhanger, enfin, on n'arrive pas à s'empêcher de tourner les pages. Il y a un petit côté de Stephen King qui m'avait beaucoup plu, moi aussi, j'avais beaucoup lu ça. Et il y avait ça justement un peu dans 20th Century Boys, c'est-à-dire une narration en deux temps entre une bande d'enfants qui se rappellent leurs souvenirs quand ils avaient 12 ans et qu'ils avaient échafaudé une histoire de fin du monde avec un robot géant. Et comment ça se met en scène quand ils ont 30 ans et que ça commence à arriver. Donc la narration se balade entre les deux époques. Et voilà, donc tout ça fait que ça a été vraiment un énorme plaisir de lecture. Vous pouvez lire tout Urasawa autour, Billy Bat, Monster, enfin tout est très bien. Et par contre, pour conclure, il y a quand même ce côté, effectivement, à un moment, je me suis toujours demandé avec 20th Century Boys à quel point il n'avait pas rallongé la sauce aussi sur la révélation de qui est donc Amy et qui est vraiment ce personnage, parce que ça se boucle en 12 tomes, et puis au final il y en a 24 ou 25, et au final je suis pas complètement sûr de comment ça a été rallongé, quoi. Moi, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais du coup, je pense à un autre bouquin, c'est Taiyo Matsumoto, et je pense au manga Amer Béton, qui a pour moi été une révélation, ce manga. Alors, c'est peut-être pas très original non plus, mais c'est un des premiers mangas que je lis à une période où je laisse tomber un peu le manga mainstream, toutes les séries que j'ai lues depuis toute mon enfance. Et à ce moment-là, je découvre cet auteur avec un trait très particulier, qui se réclame, comme Urasawa, de pas mal d'auteurs un peu étrangers, qui est très ouvert. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais pas s'il marchait énormément au Japon à cette période, mais en tout cas, c'est un des premiers auteurs que je vois travailler, qui maîtrise aussi bien l'aération dans son récit. On peut passer des pages, un petit peu comme Taniguchi, à observer quelque chose. Il n'hésite pas à prendre du temps pour faire réfléchir ses personnages, et en fait, jusqu'à présent, je lisais des récits qui étaient toujours ultra rapides, avec un rythme toujours effréné. Et c'est à cette période où j'étais presque fatigué de récits aussi intenses, un peu comme les films pour enfants en 3D, où ça pop, 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 pop en couleur, toujours plus d'action, toujours plus de trucs. Enfin, je fais une caricature. Mais cet auteur, avec Amer Béton, m'a apporté énormément de choses, et je vous le recommande. Merci beaucoup, parce que du coup tu me résous le problème, parce que j'avais plusieurs et celui-ci j'arrivais pas, je me disais je le dis pas, donc merci. Qui est d'ailleurs, il y a une adaptation en animation qui est magnifique aussi par Studio 4C et Michael Arias, donc voilà, qui préserve très très bien l'univers du manga.
Alors, bon, moi, l'évidence aurait été Satoshi Kon parce qu'il a écrit plusieurs mangas et que de manière intéressante, il a adapté aucun à l'écran. Mais du coup, je ne vais pas choisir Satoshi Kon. Et celui que je vous recommanderais, c'est Domu, Rêve d'enfant de Katsuhiro Otomo, qui est un manga magnifique qu'il a fait avant Akira et où on retrouve vraiment le détail, la précision de son style graphique avec une histoire qui nous prend vraiment au sein d'un sorte de quartier, de bloc un peu, une sorte de cité un peu étrange. Et en même temps très réaliste. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que c'était le manga qui a inspiré Satoshi Kon pour devenir mangaka, ou du moins un des mangas. Et Satoshi Kon disait que s'il devait adapter un manga à l'écran, ça serait celui-ci. Et j'admets que j'aurais beaucoup aimé pouvoir voir l'adaptation de Satoshi Kon de Domu. Oui, effectivement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette rencontre. Est-ce que vous avez des questions? Oui. D'abord, merci beaucoup pour c'est très enrichissant, merci beaucoup. J'avais une question pour toi, Mathieu Sanlaville. J'ai adoré Banana Soul. Je me suis vraiment, comme tu l'as beaucoup dit et décrit, je me suis senti vraiment dans une sorte de cocon de bienveillance. Et de telle sorte que ça m'a surpris, j'étais sur mes gardes, en me disant je sens qu'il va arriver quelque chose de tragique, quelque chose d'angoissant qui va venir casser ça. Donc je ne sais pas si, comme tu le disais, c'était peut-être la situation un peu anxiogène qu'on vit, ou alors des lectures que j'avais pu lire avant qui m'avaient mis sur des liens. Et en fait j'ai adoré ça, j'ai aussi adoré ce côté pétillant d'héroïne, qui ne soit pas forcément versé dans des, on va dire, clichés un peu sexistes qu'on a tendance à avoir dans le manga. Je pense notamment à Nami dans One Piece qui, épisode après épisode, voit sa poitrine grossir, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Voilà. La question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a certains sujets auxquels tu aimerais t'attaquer dans les mangas, on va dire, traditionnels? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais déconstruire et continuer à faire avancer? Alors, merci beaucoup déjà. Et alors, déconstruire, non, en toute modestie, j'ai pas la prétention de vouloir déconstruire des choses ou quoi, mais simplement, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir se dévoiler un petit peu. Et Banana Soul, j'ai raconté un petit peu mon enfance à moi, que j'ai maquillé avec cette gamine, avec ce décor, ce sport. Mais il y a 80% de vécu derrière, ce qui fait peut-être, ça donne une tonalité particulière au récit, et qui me permet justement d'aborder une recette, comme on disait tout à l'heure, avec une héroïne. Et du coup, je me sens à l'aise pour m'attaquer à ce genre en particulier, parce que, entre guillemets, je suis entouré d'un contexte, d'un chien qui existe, par exemple, chez mes parents, d'un ami qui est vraiment mon ami proche. Évidemment, tous ces personnages, tout cet environnement, je m'affranchis de ce qui m'a servi de référence pour que ça vive tout seul au sein du récit. Et après, déconstruire des choses, non, mais évidemment que ce personnage, je vais lui faire vivre des choses de plus en plus difficiles, vu le parcours qu'elle a. Et après, je vais m'attaquer à des thématiques, oui, on ne peut pas ne pas aborder certaines thématiques, en particulier actuellement, avec tout ce qui se passe, avec le rôle des réseaux sociaux. Et moi, c'est quelque chose que je vais travailler au fil du temps dans le récit, pour déconstruire, je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais essayer d'apporter un regard, un recul sur cette façon frénétique qu'on a d'utiliser tous ces téléphones et le rôle que ça a dans une carrière, par exemple. Aujourd'hui, nous, auteurs, on est sans cesse sur nos téléphones. Il faut user de ce média parce que c'est pour notre promotion, c'est très très intéressant, mais c'est aussi à double tranchant parce que des fois on fait des bêtises, des fois les gens ne nous comprennent pas, on a l'impression d'être compris par tout le monde, mais en fait on n'est pas du tout compris par les gens. Et c'est peut-être ces thématiques-là que je vais faire évoluer la série. Mais... Merci. Je
voulais savoir, je vais peut-être mettre une mauvaise ambiance, mais est-ce que vous pensez pas que c'est un petit peu dangereux pour la bande dessinée en général que le manga prenne autant de place au niveau mondial? Parce qu'en fait, le manga qui marche, c'est un manga vraiment codifié shonen. Et est-ce que vous avez pas un petit peu peur que ça ait tendance à écraser les autres qui ont peut-être plus d'originalité ou plus de différence? Merci. Merci pour la question. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir peur en fait. Enfin, c'est un phénomène, ça prend de la place. Dire qu'il faut aller contre ou que c'est dangereux, bon, c'est là en fait, c'est une vague. Ça amène des gens en librairie. Si je suis très optimiste, je vous dirais qu'il y a des chances peut-être que les enfants qui viennent acheter du manga ensuite partent sur des BD plus classiques. Je pense que je suis limite naïf quand je dis ça, hein. On a des librairies qui aujourd'hui se spécialisent uniquement dans le manga, des choses comme ça. La question que je me pose, moi, c'est que c'est un marché d'achat de droits aujourd'hui. Les éditeurs sont à fond là-dessus parce qu'ils achètent des droits, ils ne génèrent pas le coût d'une création. Là encore, je ne connais pas les chiffres de la création d'un manga au Japon, mais je pense qu'ils sont largement supérieurs à ce que paye un éditeur quand il achète les droits d'une série. Même si, effectivement, vu les succès éditoriaux, maintenant les Japonais doivent les négocier de plus en plus fort. Donc le déséquilibre, il est peut-être là aussi, c'est-à-dire effectivement, à un moment, faire du manga à la française, ou faire du manga vraiment en France, je ne sais pas si les éditeurs sont prêts à le financer de manière efficace, je ne sais pas, très honnêtement. Mais donc, ouais, d'un côté, oui, il faut... Enfin, je sais pas, enfin, oui, oulala. Non, mais je vais basculer en arrière sur ma chaise. Je pense qu'avec ce boom autour du manga, il y a aussi, je veux dire, il n'y a pas que des mangas un peu bas de gamme. Enfin, si, j'aime pas en parler comme ça, mais je veux dire, il n'y a pas que des grosses séries mainstream pour ados. Il y a aussi, enfin, moi, je pense à la maison d'édition Mangetsu, qui est toute récente et qui propose, qui va rééditer des vieux mangas japonais d'horreur. J'avais les auteurs, je les ai plus là sur le bout de la langue. Voilà, Junji Ito et Tommy là. Donc il y a aussi ça dans le lot, dans tout ce gros paquet qui est généré grâce à ce boom autour du manga. Et je trouve ça quand même assez positif parce que il y a aussi beaucoup de richesse dans ce genre. Ouais, complètement, c'est le côté le requin et les poissons pilotes. Enfin, d'un coup, vous avez des gros trucs qui traversent et puis des petites choses à côté qui arrivent. Encore une fois, on a la bibliothèque, hein, nous, du monde. Hein. Encore, on a accès à tout ça et je pense que ça peut être que des choses enrichissantes aussi pour se nourrir. Mais allez voir les shows du Lézard Noir aussi, comme éditeur, la cantine de minuit. Des choses qui sont effectivement au-delà de ce grand mainstream manga dont on a beaucoup parlé, hein, qui sont des ruisseaux, des affluents et des courants aussi intéressants à suivre. Et j'arrêterai sur cette jolie métaphore fluviophile. Oui, et je dirais que juste en France, on a la chance aussi d'avoir pas mal d'organisations, de soutien d'artistes, des éditeurs. C'est le rôle aussi des éditeurs en France de travailler pour mettre en avant des artistes qui sortent de ce lot-là. Et je pense que des rencontres comme la rencontre aujourd'hui, c'est aussi la possibilité du public de découvrir d'autres types d'œuvres, d'autres auteurs et oser voir autre chose. Je crois qu'on peut avoir une dernière question et après il faut qu'on arrête, si jamais, ou pas. Ah, une dernière. C'est pour Michael Soraville. Pour Banana Soul, tu parlais tout à l'heure d'étirer les mangas qui étirent les histoires. Et si je me souviens bien, tu es censé avoir 3 Banana Soul, mais si ça fonctionne, tu peux en avoir plus. Du coup, comment tu... C'est-à-dire que tu as quoi, 2 histoires de prévues? One Piece, ils en font 100. Et moi, enfin, je veux dire, déjà avec Last Man, on a fait 12 tomes à 3. Et sans le fonctionnement chef et assistant, on était juste tous les 3 copains à dessiner. Moi, tout seul sur une série, c'est énorme, c'est colossal comme travail. Donc, si je peux imaginer une dizaine de tomes, ce sera monstrueux, mais je sens que c'est faisable. Et c'est-à-dire que je préfère privilégier avec ma petite personne et mes 2 petites mains. Je préfère m'engager sur 10 tomes de qualité plutôt que 50 tomes étirés et traficotés avec des gens qui viennent me faire des couleurs ou des décors. Et cette façon de travailler ne me correspond pas. Donc, Mais du coup, en fait, c'était plus parce que tu avais prévu
3 tomes et peut-être 10, mais du coup, comment tu déconstruis l'histoire? Enfin, c'est-à-dire que tu as une histoire de 3 tomes. Mais en fait, et mon après, histoire, elle tient en 10 tomes. Ah, d'accord. Et simplement, Glénat, j'aurais dit non, mais oui, ça tiendra en 3 tomes. Mais c'est juste si ça marche pas, c'est la réalité. Hein. Si ça marche pas, ils arrêteront au tome 3. Mais je leur dis oui, ça terminera en 3 tomes. Mais en fait, ma série est écrite en 10 tomes. Donc, je me débrouillerai. Si ça marche pas, il y aura un tome 4 de 450 pages. Non, mais avec Internet, maintenant, il y a moyen de continuer des séries, de les faire vivre autrement que sur le papier. On fera une série animée. Voilà. Si tu veux. Bah voilà, je crois que c'est... On est bien. Bah merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous tous. Et encore une fois, voilà, le festival Sévrier BD, c'est samedi et dimanche à Sévrier. Si vous voulez voir encore plus d'auteurs, des dédicaces, etc., n'hésitez pas à aller sur le site internet et regarder un petit peu le programme, parce que ça peut être assez intéressant pour aller leur parler directement. Voilà, ils sont sympas. Des gens cool. Oui. Merci. Merci à vous. Merci.